qui est en fait, donc Anthony Huberman travaillait jusque récemment au Wattis Institute de San Francisco, et c'est sur base de cette exposition-là que un partenariat a été noué avec Wils pour la représenter ici, et elle est évidemment beaucoup plus étoffée que la version qu'ils ont montrée à San Francisco. Et dans le cadre du programme, nous avons Clément Dirier, qui est historien de l'art, journaliste, éditeur, commissaire d'exposition, qui a travaillé avec Anna Jota à plusieurs occasions, notamment en 2015 avec l'édition de ce calendrier, et puis plus récemment, il a été le commissaire et l'éditeur de cette très belle publication que vous pouvez retrouver en bas au bookshop, de cette exposition qui s'appelait donc Une chambre en ville, qui a pris place dans un appartement parisien et dont il va sans doute nous parler ce soir, puisque l'angle de sa présentation va être les espaces domestiques, ateliers occupés par Anna et son travail d'édition. Et d'ailleurs, on va préciser qu'il est directeur éditorial des éditions Liberté qui ont donc édité ce livre. La présentation est prévue pour durer jusqu'à plus ou moins 20 heures. 3 heures, je pense. 3 heures. Ça pourrait durer plus longtemps. Il y aura un intermède avec des croquettes et de la musique vers 21h45. Et Anna, je t'appelle. On peut se retrouver évidemment après pour boire un verre et continuer la conversation en bas au bar. Merci Pauline, merci au WIS pour cette invitation, merci à Dieu pour cette invitation aussi. Qui me réjouit, en même temps qui m'a posé beaucoup de questions, parce que je pense que vous avez tous vu le travail d'Anna Jota dans la salle, vous avez tous compris un petit peu sa manière très singulière, très personnelle d'aborder l'art, de penser l'exposition, de penser le musée, et sans doute de penser aussi la prise de parole sur son travail. Donc ça m'a à la fois réjoui quand j'ai reçu un mail en juillet pour parler d'Anna Jota, et en même temps ça m'a posé plein de questions, parce que je me suis dit comment je peux parler d'Anna Jota. Est-ce qu'il faut que je le fasse d'une manière très sérieuse et très traditionnelle et très académique, comme si je parlais de Gerhard Richter par exemple, et je me suis dit que c'était très tentant de faire ça, mais en même temps c'était peut-être pas tout à fait le reflet de sa manière de travailler, ou la solution que j'ai choisie ce soir, c'est plutôt de parler par l'expérience, par la pratique et par les expositions que j'ai eu l'occasion les projets que j'ai eu l'occasion d'organiser avec elle, qui est en fait une manière pas du tout détournée, mais vraiment pratique en fait, de parler du travail d'Anna Jota. Et très vite, je suis arrivé à cette idée justement de parler de cette manière qu'elle a d'investir l'espace, en fait, que ce soit l'espace domestique, l'espace privé, son appartement, sa maison à Lisbonne, l'espace public, que ce soit celui du musée, du centre d'art, l'espace virtuel. Peut-être certains parmi vous connaissent ou la suivent sur son compte Instagram, en fait, qui est pas du tout une œuvre pour elle, qui est une pratique, un journal de bord, mais qui est aussi une manière de remplir l'espace, d'une certaine manière, de beaucoup remplir l'espace. Donc c'est un petit peu ça l'angle, avec cette idée que souvent quand on présente le travail d'Anna Jota, on parle d'une artiste qui met à mal l'hiérarchie entre les beaux-arts et les arts mineurs, entre la tradition et l'innovation, entre la haute culture ou la culture savante, les grands peintres de l'histoire de l'art, et puis les cartoons, la bande dessinée, les traditions folkloriques et populaires. Et donc je pense que voilà, cette mise à mal des hiérarchies, elle est aussi dans son rapport à l'espace, en fait, et à la manière de concevoir l'espace. Je voulais chercher une petite citation pour vous, mais évidemment, au moment où on en a besoin, elle s'échappe. Je vais quand même essayer de la trouver rapidement. Elle va revenir plus tard pour la présentation. Donc là, vous avez une image en fait que j'ai prise justement du projet dont Pauline parlait, une chambre en ville, qui s'est tenue à l'occasion du Festival d'automne à Paris en 2022, qui est le projet dont je vais sans doute vous parler le plus ce soir, en vous proposant un peu une visibilité dans un espace qui n'existe plus, puisque c'est un appartement canal et investi pendant une durée très temporaire. Et
le petit nounours que vous voyez, le petit ours qui joue le tambour sur Téléscalo, c'était l'image qu'Anna Jota avait choisie en fait pour être l'image officielle du Festival d'automne 2022. Le Festival d'automne, c'est un festival qui réunit à la fois des arts visuels, de la danse, de la performance, qui est présenté et censé être le festival le plus avant-gardiste, expérimental, pionnier à Paris depuis une cinquantaine d'années, à Paris et donc, en France, dans un pays très centralisé comme la France. Et Anna Jota, elle a choisi pour être l'image de toute une année du Festival d'automne, ce petit nounours qui joue du tambour. Donc il y avait tout de suite, dans sa manière de répondre à l'invitation du Festival d'automne, un peu un pied de nez, et encore une fois un jeu avec les hiérarchies, parce que certaines personnes au Festival d'automne à Paris n'étaient pas du tout contentes que toute une année, toute une saison du Festival d'automne à Paris soit représentée par ce petit ours qui joue du tambour, qui était quelque chose d'assez trivial, d'une certaine manière. Je voulais commencer par parler de la maison, de l'appartement d'Anna Jota, et puis surtout de la manière aussi dont j'ai découvert son travail, parce que je pense que c'est toujours assez intéressant. En fait, j'ai découvert son travail en 2013, à l'occasion d'une exposition à la galerie JB Agency, qui est une galerie à Paris, qui a fermé l'année dernière. Une très bonne galerie, justement, qui s'intéresse beaucoup à des artistes, on va dire, un peu difficiles, hors marché, les artistes d'artistes, comme on dit habituellement. Et elles avaient invité les deux directrices de la galerie, Anna Jota, à faire une exposition à la galerie JB Agency, que j'ai visitée en 2013. Et 2013, c'est vraiment le moment où Anna commence, si on peut dire des choses comme ça, sa carrière internationale, en fait. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 2010, c'est une artiste qui a beaucoup exposé au Portugal, qui a beaucoup montré son travail, qui a fait des études d'art, à la fois au Portugal et à la Cambre, à Bruxelles, qui a eu un parcours professionnel à la fois dans le milieu visuel, dans le milieu du théâtre, dans le milieu du cinéma. C'est pas du tout une artiste qui n'a jamais exposé, qui n'a jamais été reconnue, qui a été invisibilisée, comme on montre aujourd'hui beaucoup d'artistes femmes d'un certain âge. C'est vraiment une artiste qui a eu un parcours tout à fait professionnel, même si elle n'utiliserait pas du tout ces mots, tout à fait décent et honnête au Portugal, collectionné, acheté, montré, exposé avec plein d'expositions dans des galeries. Mais au début des années 2010, c'est vraiment le moment où elle sort un petit peu du Portugal, et elle aimait bien dire que c'est le moment où en fait le centre de l'art s'aperçoit qu'il y a une artiste périphérique qui travaille, une vieille artiste périphérique qui travaille à Lisbonne, et commence à s'intéresser à son travail. Donc, en 2013, je vois cette exposition à la galerie JB Agency, et avec un groupe d'amis, on est tout de suite absolument stupéfait par le travail d'Anna Jota. On est vraiment un peu abasourdi par aussi la diversité des œuvres qui sont montrées, la diversité des médiums, le fait que ce soit des œuvres qui soient toujours très accessibles, en fait, parce qu'elles parlent vraiment de quelque chose qui est l'ordre de la vie, du quotidien, de la réalité, qui en même temps, ça peut être un peu compliqué quand on découvre l'œuvre au tout début, de réunir toutes ces œuvres, toutes ces propositions ensemble, et on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a une exposition rétrospective à Culture Geste, à Lisbonne, qui va être organisée par Miguel Schneider, qui est l'un des deux commissaires d'exposition de l'exposition On peut encore. Et donc on décide d'aller voir l'exposition à Lisbonne pour apprendre un peu plus de cet artiste, et on s'est dit que la rétrospective était le meilleur moyen de comprendre, de savoir. Et donc on rencontre Anna Jota à cette occasion, à l'entrée, je me souviens, on avait rendez-vous à l'entrée de l'exposition à Culture Geste. C'était une exposition très réussie, mais de la même manière que celle de JB Agency, avec beaucoup de propositions différentes. Je me souviens notamment des grands agrandissements de détails d'œuvres de peinture de Philippe Custom, par exemple. Il y avait aussi toutes les notes de bas de page, qui sont une pratique qu'Anna Jota a eue pendant très longtemps. C'était cette idée d'une certaine manière de doubler sa pratique artistique et sa vie par des notes de bas de page, des documents qu'elle réunissait et qu'elle utilisait un petit peu comme une doublure de sa vie. Et ce travail des notes de bas de page, comme elle appelle des footnotes, aujourd'hui est un peu remplacé par son compte Instagram. Et une des choses qui se passe le lendemain de cette première rencontre, c'est qu'on va voir l'appartement d'Anna Jota à Lisbonne. Donc vous avez quelques images ici, avec à gauche
sa chambre à coucher. Alors je vous montre la chambre à coucher d'Anna Jota parce que la photo circule, hein, c'est comme tout une photo privée, je ne dévoile rien de secret, où vous pouvez tout de suite remarquer la présence d'un certain nombre de J ou de formes en forme de J, de Jota, comme la trompe de cet éléphant qui trône au-dessus de son lit. Et vous allez retrouver dans toutes les images que je vais vous montrer ce soir beaucoup de Jota, comme celle que vous avez dans l'exposition, presque à la fin de l'exposition. Et vous avez à droite une photo qui permet d'accéder au grenier en fait, de l'appartement d'Anna Jota, sur 2 niveaux. Et ce qui vous saute tout de suite aux yeux, c'est l'abondance, le nombre de choses qui sont à la fois accrochées au mur, disposées un petit peu comme une archive vivante ou voilà, un amoncellement de choses. Ça, c'est une chose vraiment qui frappe quand on voit l'appartement d'Anna Jota. Et c'est aussi à mettre en relief, en reflet de ces expositions dans des musées, des centres d'art qui sont souvent très vides en fait. C'est-à-dire qu'elle fait vraiment une différence entre l'endroit où elle habite, qui peut être saturé, qui peut être un endroit où tout ce qu'elle va glaner, tout ce qu'elle va récupérer, tout ce qu'elle va trouver, tout ce qu'elle va acheter en vente aux enchères, au puces, dans la rue, dans des magasins, va venir là et va potentiellement être à sa disposition pour repartir ailleurs. Et puis l'espace de ces expositions, comme celle que vous avez ici, mais d'autres expositions qu'elle a pu faire, qui sont toujours quand même assez pas vides, hein, mais assez aérées en fait. Une autre série de photos que je vais vous montrer du grenier, cette fois-ci d'Anna Jota, avec, vous voyez au milieu, ces petits chaussons en pain, à la fois, vous avez un morceau de pain au sol, vous avez aussi des chaussons en pain, vous avez une Jota encore sur la droite de l'image, et ce motif du pain, qui est un motif qui est récurrent dans son travail, il lui sert aussi à articuler en fait, quelque chose qui est très important pour sa pratique. Anna Jota, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer sur les mots, sur les significations, sur les doubles sens. Et en fait, bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle. Désolé. Quand elle prend ce pain, elle pense à la fois le pain quotidien, donc la chose dont on a besoin pour manger, pour vivre de manière quotidienne et se sustenter. Elle le pense aussi à l'anglaise, le mot pain, la douleur, la souffrance, le fait que les choses soient difficiles en fait. Et il y a une de ces œuvres dont on verra une image tout à l'heure, qui s'appelle Un jour sans pain est un jour sans soleil, si je me souviens bien. Et donc pain en fait, elle travaille à la fois un jour sans pain, le pain quotidien, mais aussi un jour sans souffrance, un jour sans difficulté en fait à vivre, à travailler, est un jour sans soleil. Donc elle joue comme ça avec ce rapport très très quotidien et en même temps voilà de dire que le travail de l'art, c'est un travail en fait, tout simplement. C'est pas un travail de quelque chose, c'est juste un travail qui demande un peu de souffrance, un peu d'abnégation et beaucoup de travail. Une formule aussi qu'elle aime beaucoup, c'est une formule qu'elle emprunte à Valentine Schlegel. Je ne sais pas si vous connaissez cette artisane française, notamment connue pour ses cheminées, ses céramiques. Et il y a un livre qui est paru il y a quelques années, édité par Hélène Bertin, qui a eu en ce moment une exposition à la Verrière Hermès à Bruxelles. Et le titre du livre, c'est je dors, je travaille, en fait. Et cette maxime, je dors, je travaille, c'est vraiment une maxime que Anna Jota s'est faite sienne, parce que c'est un peu la manière dont elle conçoit sa vie, je dors, je travaille, et le lendemain, je dors, je travaille. Donc voilà, ce jeu sur le mot pain et le quotidien. Et donc après cette visite, qui était vraiment une visite, je dirais, assez impressionnante, et je pense que les personnes dans la salle qui ont pu avoir l'occasion d'aller chez Anna Jota pourront en témoigner. Je suis un petit peu fébrile de parler aussi d'Anna devant Pierre Le Guillon, qui est là au premier rang, qui connaît très bien le travail d'Anna Jota, mais il pourra témoigner aussi de un peu la stimulation visuelle, intellectuelle, sensible que représente en fait l'appartement, maison d'Anna Jota. Après cette première visite, on a décidé je vais proposer plutôt de réaliser un calendrier, quel calendrier que vous avez ici
sur le fil de l'ordinateur, qui est une série en fait de calendriers avec des artistes que je fais depuis une dizaine d'années maintenant. Et il me semblait que c'était le meilleur moyen de commencer à proposer un projet à Anna Jota, et vous verrez par la suite pour quelles raisons, mais surtout parce que l'objet imprimé, l'objet un peu populaire, l'objet un peu facile à produire, facile à payer, facile à donner, qui a aussi un lien avec le quotidien, puisque le calendrier, c'est quelque chose que vous accrochez dans votre cuisine, votre toilette, votre salle de bain, chez vous, auquel vous pouvez avoir un usage quotidien. C'est un objet qui lui plaît, évidemment, pour cette raison-là. Et donc j'avais proposé de faire ce calendrier, et à cette occasion, on avait organisé une exposition vraiment de taille très modeste dans cet espace à Paris qui s'appelait le Vitrus Saint-Denis, dont je m'occupais avec Lionel Bouvier à l'époque. Et vous voyez en fait sur le poster que vous avez au milieu de l'image, en fait, cette sculpture du pied de Philippe Houston dont je vous parlais. Si vous êtes familier avec le travail de Philippe Houston, vous pouvez retrouver en fait ces deux motifs de pied dans une des peintures de Philippe Houston. C'est ce type de citation qu'Anna Jota peut faire, c'est récurrent dans son travail, mais elle le fait aussi bien avec des artistes comme Philippe Houston ou des artistes aussi connus que Philippe Houston, qu'avec des objets ou des images plus populaires et plus folkloriques. C'est vraiment pas un travail d'appropriation ou de citation au sens où certains artistes peuvent vraiment travailler avec l'histoire de l'art et reprendre des motifs de l'histoire de l'art dans leur travail en permanence. Avec Anna Jota, c'est plutôt cet objet, cette forme, ce dessin qui lui a plu dans ce tableau de Philippe Houston, je pense, et qu'elle décide de remettre en circulation dans son propre travail. Et donc pour ce calendrier, qui est un calendrier qui commençait en mai, qui se terminait en avril de l'année suivante, un calendrier d'artistes qui va de mai à avril, elle m'a proposé en fait de travailler avec ce petit motif que vous avez ici, qui est ce motif d'un couple en fait de danseurs bretons dans un, voilà, vous voyez peut-être un peu mieux ici, qui est issu d'un livre sur les contes et légendes en Bretagne. Et en fait, elle a décidé très vite de recopier sur chaque page du calendrier ce couple de danseurs bretons. Et donc ça, c'est évidemment assez lié à l'exposition qu'on a au premier étage ici, parce que c'est une exposition qui est autour du dessin, compris dans un sens très très large. Et le calendrier que vous avez là était prévu normalement pour être dans l'exposition au premier étage, et au moment de l'accrochage, il n'a pas trouvé sa place. Et c'est très représentatif, je pense, du travail d'Anna Jota, d'avoir décidé de en fait, proposer 12 fois la même image. C'est-à-dire que chaque page du calendrier, vous tournez avril, mai, juin, juillet, août, septembre, et en fait, le temps passe, mais d'une certaine manière, l'image que vous avez est toujours la même, et en même temps toujours un petit peu différente, parce qu'elle n'est jamais dessinée de la même couleur. Chaque dessin est unique, d'une certaine manière, donc la taille des sabots, la dextérité de Anna Jota à recopier le dessin change à chaque fois. Ici, sur la gauche de l'image, pardon, vous avez le dessin original, et ça l'amusait évidemment de pouvoir montrer à la fois le dessin dans le livre original, les dessins qu'elle avait fait en recopiant le livre original, et dans l'image que je vous montrais auparavant, le calendrier imprimé. Donc aussi toujours cette circulation, en fait, qui est vraiment un motif très important dans le travail d'Anna, cette idée que un même motif peut circuler à l'intérieur de différents médiums, de différents types d'expression, et en même temps une œuvre aussi peut circuler, vous le verrez entre les expositions que je vais vous montrer, l'exposition du Wix, entre différentes expositions. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a montré une chose une fois qu'elle est terminée, qu'elle est finie, qu'on n'a plus besoin de s'y intéresser. Et ça peut être assez contre-intuitif par rapport à un certain système de l'art contemporain. Et quand je dis ça, et quand Anna dit ça, elle ne dit pas du tout ça pour donner des leçons aux autres artistes. C'est juste sa manière à elle de concevoir sa manière de faire de l'art. Elle ne dit pas que ce qu'elle fait est mieux que les autres. C'est juste pour elle, ça n'a pas de sens de considérer qu'une fois qu'une chose est faite, elle est terminée et elle n'a plus besoin, elle n'a pas vocation à revenir à l'intérieur de ces autres expositions. Et ça, c'est une dernière image, plutôt 4 dernières images de cette
l'exposition Luxembourg, vous voyez ce même jeu en fait avec les posters en fait qui étaient affichés au mur. L'image en fait en bas à gauche, le vert qui est sur le mur, en fait, c'est pas du tout le vert d'Anna Jota, c'est le vert de l'exposition précédente. Et Anna nous avait demandé de garder en fait un carré, qui est un carré un petit peu un format cinéma. Et pour ceux qui ont vu l'exposition, vous vous souvenez de l'écran de cinéma Pathé Baby qui est vraiment à la fin de l'exposition, qui devient en fait cet écran vert sur lequel on a, au fur et à mesure de l'exposition, changé les posters. Et donc, vous avez à la fois une image qui représente une sculpture des pieds de pieds représentés dans un tableau de Philippe Guston. Donc vous voyez un petit peu les poupées russes en fait par rapport à ça. L'image en haut, c'est les couteaux qui sont des couteaux de communication pour le film Ratatouille. Vous voyez qu'on parle de Philippe Guston d'un côté et puis du film Ratatouille que vous connaissez peut-être, ce film qui met en scène un petite souris qui est aussi le chef cuisinier, et la figure de la souris et du rat revient souvent dans le travail d'Anna Jota. Et ce que vous avez en haut à droite, ce sont des notes, en fait, comme justement ces notes de bas de page dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont vraiment des notes qu'Anna Jota a prises et qu'elle a agrandies ensuite. On rentre maintenant dans cette exposition dont je vous parlais, que Pauline mentionnait à l'origine, en fait, une chambre en ville, qui est le second projet que j'ai mené avec Anna Jota en 2022 pour le festival d'automne à Paris. Donc le festival d'automne à Paris invite chaque année un artiste visuel à réaliser une exposition un petit peu avec une carte blanche. L'artiste choisit un petit peu le projet qu'il veut faire, parce que c'est ni un musée, ni un centre d'art. Il n'y a pas de lieu, donc on peut vraiment imaginer un projet unique, atypique, in situ, au choix de l'artiste. Et quand on a proposé ce projet à Anna Jota, elle nous a dit, moi ce que j'aimerais bien, ce serait investir un appartement, un lieu, pour le transformer en galerie, pour montrer mon travail, en fait. C'est-à-dire trouver un lieu dans lequel je puisse montrer mes œuvres, m'approprier ce lieu, pas du tout en faire un lieu où je dormirais, où je vivrais, où je ferais la cuisine, mais vraiment trouver un lieu domestique dans lequel je pourrais montrer mon travail d'une autre manière, et profiter du fait que le Festival d'automne n'a pas de musée, n'a pas d'espace d'art, n'a pas de YQ, pour essayer de trouver une autre manière de montrer son travail. Et cette idée-là, elle était aussi en réponse avec l'envie qu'on avait au Festival d'automne, parce que ce principe, en fait, que Anna Jota investisse un espace domestique ou un espace moins muséal pour montrer son travail, avait été réalisé en 2019 à Porto, dans une villa très bourgeoise, en fait, qui appartient à un collectionneur d'Anna Jota en lien avec la fondation Cervantes à Porto. Et donc il y avait cette idée peut-être de remettre en jeu en fait, cette idée d'investir un espace un peu plus domestique. Donc on a commencé à chercher des appartements pour Anna à Paris. Je vous raconte ça parce que la genèse en fait, de l'exposition est intéressante, et on avait finalement trouvé 2 appartements. L'appartement dans lequel on a finalement fait le projet, et puis un autre appartement qui se trouvait être l'appartement dans lequel Auguste Perret, le grand architecte moderniste, avait vécu et qu'il avait construit pour lui, dans le 16e arrondissement, dans un quartier très bourgeois, très chic. Et donc le même jour, on a visité l'appartement dont je vous parlais, l'appartement d'Auguste Perret, rue Rainoir, qui était au dernier étage d'un immeuble comme un paquebot avec vue sur la Tour Eiffel. Vous prenez l'ascenseur, vous avez vue sur la Tour Eiffel, vous avez vraiment l'impression d'être dans un film du début du siècle, avec des boiseries magnifiques. Et quand on a visité l'appartement, Anna l'a trouvé très beau, mais elle a dit « Moi, je ne vais rien faire ici, parce que si je fais un projet pour le Festival d'automne dans cet espace, on ouvre les portes, et puis c'est tout. » Alors pour nous, c'était un peu court, juste de faire ça, mais elle disait « L'endroit est tellement beau que je ne vais pas investir, venir mettre mes œuvres, mes choses dans cet endroit qui a déjà une âme, qui a déjà une particularité, une personnalité. Moi, j'aimerais bien un endroit dans lequel je puisse vraiment m'approprier, le mettre à
à ma façon, et de la même manière, on avait pensé aussi l'inviter à exposer dans une maison d'écrivains, une maison d'artistes, et elle nous a dit non, ça m'intéresse pas en fait, moi, d'investir un endroit qui est déjà quelqu'un d'autre. Pas vraiment un endroit qui est le mien, en tout cas, ou un endroit où il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'histoire célèbre, connue, repérable. Par contre, l'appartement qu'on a trouvé pour Anna Jota lui a beaucoup plu parce que c'est un appartement qui avait un vécu. Et en fait, une des choses aussi qui est importante dans le travail d'Anna Jota et dont on peut se rendre compte dans l'exposition au Ritz ici, c'est qu'elle aime beaucoup travailler avec des œuvres, enfin des choses, pardon, des objets qui ont déjà un vécu, qui ont déjà eu une vie antérieurement, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, mais voilà, des objets qu'elle peut remettre en circulation, qu'elle peut trouver en fait, qu'elle peut repérer dans un marché aux puces par exemple, et auquel elle peut donner une seconde vie. Et donc une fois qu'on avait commencé à penser ce projet, elle nous a envoyé cette lettre d'intention un petit peu, et je vais vous la lire, et surtout ce qui est très intéressant, c'est que la lettre d'intention, elle est titrée, enfin en tout cas elle est signée par cette ligne, Times, Corps 11, Lisbonne, le 20 novembre 2021. Et donc je vous dis ça aussi parce que on a souvent une petite vision d'Anna Jota comme une artiste excentrique, une artiste excentrique, voilà, je pense que c'est le mot qu'il faut utiliser, mais c'est en même temps une artiste qui est très sûre, très précise, très attentive aux détails, à la typographie, à la mise en page. Donc elle est toujours dans cet équilibre, ce déséquilibre, comme on peut l'appeler, entre une profusion, une abondance, une excentricité, et puis aussi une très grande rigueur et une très grande attention aux choses et à ce qu'elle fait. À propos d'une chambre en ville. Une chambre en ville est un film noir, un film musical, des policiers qui chantent, cette troupe de CRS prête à mater les manifestants. Dès le générique, le ton nostalgique est souligné par le piano triste de Colombier, résonnant sur le pont de Nantes et son pont transborder déjà disparu lorsque le film tourne en 1982. Et la chanson qu'elle chante comme un refrain, litanie, 1, 2, 3, 4, 5, c'est lui qui revient, 1, 2, 3, 4, 5. Un échec commercial cinglant qui glisse du musical à l'opéra avec son outrance du jeu, sa musique omniprésente et sa fin tragique. Voilà en synopsis La chambre en ville de Jacques Demy. 40 ans après, plus de chambre d'amour, plutôt une pièce à soi, à moi. Dehors, le décor toujours, encore Paris, les malaises du temps, les grèves, les mouvements encore. À l'intérieur, dedans, plus de chants, plus de musique. La tragédie s'annoncera dans d'autres lieux. Soyons précis, puisque quelques personnes de mon entourage savent que j'aime les endroits clos, les salles, les pièces, les maisons, et en plus que j'adore les décorer. Ils m'ont offert cette chance. On m'avait proposé de belles maisons là-bas, où on maintient en vie les choses de quelques artistes, et bien sûr qu'elles avaient déjà leur maître. Et occuper, c'est pas mon style. Alors comme par hasard, ce qui m'arrive souvent, après une nuit bien dormie, la phrase m'a réveillé, une chambre en ville. C'est la note d'intention que Anna nous a envoyée aussi pour trouver cet appartement. Et ce qui est intéressant dans ce texte aussi, c'est que tout de suite vous voyez qu'il y a une convocation de beaucoup d'autres disciplines que celle des arts visuels. Vous avez le cinéma, qui est une chose très très importante pour Anna, et en revisitant l'exposition tout à l'heure, je me suis aperçu que c'était autant une exposition de dessin qu'une exposition de cinéma, l'exposition qu'on avait au premier étage, parce que si vous regardez l'exposition par le biais de la pensée cinématographique, vous avez Mickey Mouse, vous avez évidemment les écrans de cinéma, vous avez Pathé Baby, vous avez la question du travelling, de la frise, d'un personnage un petit peu qui va se déplacer, donc du proto-cinéma d'une certaine manière. Vous avez presque un générique avec le tableau Holy Shit qui est à l'entrée, mais aussi à la fin de l'exposition. Donc c'est aussi une exposition autour du cinéma, ou en tout cas d'un cinéma sans mouvement. Et vous voyez aussi ici dans cette note d'intention l'idée de la musique, l'idée de l'opéra, et cette manière aussi de penser les projets comme quelque chose qui arrive en fait. C'est aussi quelque chose qui est très important dans le travail d'Anna Jota.
Donc je vais vous faire une petite visite guidée de ce projet, en fait, parce que ça permet aussi d'aborder un certain nombre comment dirais-je, de singularité, du trait du travail d'Anna Jota. Donc ici, vous avez la vue extérieure, en fait, de l'appartement. Ici, c'est le deuxième étage. Là, vous voyez Anna qui a la fenêtre de l'appartement. Et en fait, ce qui plaisait beaucoup à Anna dans l'appartement qu'on lui a finalement trouvé, c'est qu'il était dans un état un peu décatique, qu'il n'avait pas été habité pendant un certain nombre de mois entre le moment où la précédente occupante était partie et le moment où on est arrivé. Et donc c'était un appartement qui avait une histoire, qui avait un vécu, qui était aussi d'une taille assez modeste, c'était quelque chose de très domestique. Et l'une des choses que ce site en fait a créé, c'est que évidemment quand on organise une exposition, quand on expose dans un type d'endroit comme celui-ci, le rapport en fait au spectateur il est tout à fait modifié. C'est-à-dire que en fait on accueillait les personnes dans cette exposition, les spectateurs un petit peu comme si on vous accueillait des personnes chez vous. En fait. Et donc on avait l'impression d'accueillir des amis qui venaient chez vous voir l'exposition, de raccompagner des amis qui partaient ou voir l'exposition, ou quand ce n'était pas des amis, c'était des personnes qui vous rencontriez pour la première fois, mais de la même manière que la première fois quelqu'un vient chez vous pour un dîner, une occasion, un verre, il y a toujours une phase comme ça d'acclimatation, de connaissance en fait, et c'était le type comment dirais-je, de relation en fait, ou d'émotion, pour utiliser un mot comme celui-ci, que le projet suscitait, de la même manière que c'était assez important pour Anna de toujours ouvrir les fenêtres en fait, et d'avoir les bruits de la ville, les bruits de la rue, même les odeurs de cuisine qui venaient dans l'espace d'exposition. Et elle avait tout de suite aussi décidé d'investir le panier avec cette affiche d'un film de Max Ophüls qui s'appelle La Ronde, qui est vraiment un film très important pour Anna Jota. Max Ophüls lui-même est vraiment l'un de ses cinéastes préférés, en fait. Et La Ronde, c'est l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, d'une histoire en fait de couple d'amoureux, en fait, avec différentes modalités d'amour, entre les amours adultères, des amours légitimes, des fiancés, des couples plus anciens. Et en fait, le film n'est qu'une seule histoire qui passe d'un personnage à l'autre, en fait. Comme ça, elle est comme une boucle, en fait, et comme la ronde de la vie, et voilà, quelque chose qui, d'une certaine manière, est un engrenage infernal ou rêvé au choix, mais qui, voilà, est un petit peu comme si on était des marionnettes, en fait, de quelque chose qui nous dépassait, mais qui peut quand même nous rendre très heureux, comme vous voyez sur l'affiche ici. Et cette affiche, en fait, on l'a trouvée au marché aux puces à vendre, parce que Anna Jota, pour faire ce projet, elle est venue un mois avant à Paris, où elle a travaillé sur son projet, aménagé l'appartement à sa manière, et était acheté des choses pour meubler, décorer cet appartement, et notamment cette affiche qu'on a trouvée aux puces à vendre. Mais ça, c'est vraiment le hasard qui fait bien les choses, c'est-à-dire que c'était vraiment l'affiche rêvée pour illustrer cette exposition. Et maintenant, cette affiche, elle se trouve dans la maison d'Anna Jota au Portugal. Donc elle est repartie, en fait, dans son espace privé. Et donc on rentrait dans l'appartement. Alors je ne vais pas vous décrire chacune des œuvres de l'exposition. Si vous avez évidemment des questions, il ne faut absolument pas hésiter, parce qu'on est en comité, pas petit, parce que vous êtes nombreux ce soir, mais on est en comité amical. Donc vraiment, si vous avez une question sur la moindre œuvre ou la moindre chose que je dis, il ne faut vraiment pas hésiter. Et l'une des choses qu'Anna nous avait demandé, et ça c'est très intéressant, c'est que en fait, elle ne voulait pas non plus que cet appartement fasse pauvre, fasse misérable, fasse triste. Donc elle nous a demandé de faire le minimum de travaux pour le remettre en état. Et donc le minimum de travaux pour le remettre en état, c'était de repeindre les plafonds, nettoyer les sols et repeindre les murs.
mais on a repeint les murs à peu près de la même couleur qu'ils étaient peints précédemment. C'est-à-dire juste que la couche de peinture était uniforme au lieu d'être un petit peu écaillée, mais il y avait vraiment cette idée de ne pas tellement toucher en fait au décor lui-même. Il y a même certains endroits où vous les voyez, vous voyez là sur la gauche de l'image, qui n'ont pas été repeints. Et tout de suite, vous êtes accueillis par à la fois des porte-manteaux pour poser votre manteau quand vous arrivez chez des amis ou chez des gens que vous ne connaissez pas, qui sont aussi des jotas. Le hasard fait bien les choses. Vous étiez accueillis par des porte-manteaux jotas. Et l'œuvre à côté qui s'appelle Esperanza, qui est une œuvre du milieu des années 80, si ma mémoire est bonne, c'est vraiment une des œuvres les plus chères au cœur d'Anna Jota. C'est une œuvre qui est souvent dans cette exposition, avec ce mot qui est vraiment un mot, je dirais, emblématique en fait d'une certaine philosophie d'Ali, mais qui est en même temps fait avec vraiment des bouts de choses récupérées, que vous voyez mieux ici, et qui était c'est cette idée de comment on peut éclairer un espace domestique comme celui de cette chambre en ville. Donc ça, c'était l'ancienne cuisine, avec au sol un tapis, qui est un tapis qui a été tissé selon une tradition portugaise très spécifique, dans lequel, là vous ne voyez pas très bien sur l'image, mais vous pouvez retrouver aussi les motifs qui sont issus de Crazy Cat, que vous avez aussi dans une des œuvres de l'exposition ici, avec cet univers de cartoon et de Crazy Cat qui est un univers très important pour Anna. Ici, vous avez la salle de bain, enfin ce qui était la salle de bain de la chambre en ville, avec, vous retrouvez le calendrier qui revient systématiquement dans les expositions d'Anna Jota. Et ce que vous avez en haut, en fait, qui était une petite fenêtre qui permettait dans la salle de bain de faire un petit peu d'aération. En fait, c'était peut-être la chose qui a été la plus compliquée à trouver pour tout ce projet, c'est cette petite vue, en fait, parce qu'Anna voulait vraiment un petit paysage qui rentre dans cette lucarne, et c'était la chose qu'on a eu le plus de difficultés à trouver. Toujours dans la salle de bain, vous aviez ce type d'œuvre en fait, qui ressemble aussi à des œuvres dessinées que vous avez dans l'exposition au Wills, avec toujours cette idée à la fois du dessin, mais aussi d'une pensée ou d'un mouvement travelling, en fait, quelque chose qui ressemble à la pellicule cinématographique, mais presque arrêtée, c'est-à-dire vous avez toutes les images qui se révèlent en même temps, et qui est sur un tissu pour faire des torchons à Paris qu'elle avait trouvé au Puce de Saint-Ouen les années avant le projet, et aussi ça me permet de rappeler que l'une des idées en fait de l'invitation à Anna Jota au Festival d'automne à Paris, c'est que évidemment c'est une artiste qui est très proche de la culture française en fait, aussi de la culture belge, et que ça nous intéressait de voir, de lui permettre de faire un projet important dans cet univers culturel qu'elle apprécie beaucoup. Elle parle très bien le français évidemment, donc voilà, c'est aussi quelque chose de lui permettre de réaliser un projet à Paris, de la même manière que je pense que l'exposition Wills c'était une manière de remettre le travail d'Anna Jota dans le contexte bruxellois belge, après l'exposition qu'il y avait eu à l'établissement d'en face il y a peut-être en 2016 ou 2015, je ne me souviens plus bien de la date. Là, vous avez sur la gauche de l'image, en fait, le type d'annotation qu'elle envoyait pour réaliser une chambre en ville. En fait, donc on a évidemment fait des travaux avant qu'elle arrive. C'est pas Anna Jota qui a peint les murs en rose, qui a peint les murs en vert. Il n'y a pas du tout de fétichisme par rapport à ça. Donc c'était un processus comme ça de travail très intéressant par image. Interposée, et aussi sa manière qu'elle avait de vouloir vraiment, elle appelle ça opération camouflage, un petit peu neutraliser en fait l'espace pour le rendre comme un espace un peu neutre, ce serait pas un bon mot, mais plus simple, plus clair, pour montrer ses œuvres, dont notamment cette plaque Roi Anna Jota, qui est vraiment une plaque parisienne typique qu'on a réalisée pour l'occasion avec cette manière de mettre son nom, de mettre sa Jota un petit peu sur tous les supports possibles et imaginables.
Ici, c'est important évidemment de montrer cette œuvre qui s'appelle Portrait des artistes, puisqu'elle est aussi dans l'exposition au premier étage ici, donc de montrer voilà, comment ces œuvres circulent en fait, dans différents contextes et l'attention aussi qu'elle a justement dans le fait que cette œuvre puisse être vue des deux côtés, donc ça crée évidemment quelque chose par rapport aux spectateurs. Et puis cette chose qui était très étonnante, en fait, c'est l'ancienne cuisine de l'appartement et Anna a un goût pour ce type d'objet. Donc là, c'est comme une batterie de cuisine qui est un petit peu cabossée avec des coups à l'intérieur qui ressemblent plutôt à des outils des ustensiles de cuisine, mais qu'elle a accroché un petit peu en haut du mur, comme si c'était la galerie de portraits, ou voilà, quelque chose de très noble, de très visible, et qui est en fait incarné par des choses très triviales et très simples. Et la petite assiette que vous avez sur le mur, c'est une assiette sur laquelle vous avez la phrase "ça ira", cette phrase un peu emblématique de la Révolution française, en fait, qui était aussi une manière de peupler cette chambre en ville de référence en fait à la culture et à la civilisation française. Ça, c'est l'autre vue de la cuisine. Vous retrouvez au fond une édition qu'elle a réalisée pour Tejiban. Et puis vous avez un azuleros que je n'ai malheureusement pas vu de cet azuleros sur le mur rose où il y a marqué "à chacun son pain". Donc il y a cette idée de "à chacun son pain, à chacun son pain", la chose que je vous expliquais tout à l'heure en jouant sur le double sens de ce mot. Et puis on rentrait vraiment après dans les pièces d'appartement et on était accueillis par ce personnage en fait qui est inspiré littéralement un petit peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les personnages du couple breton qui dansaient sur les pages du livre et sur les pages du calendrier du dessinateur et premier caricaturiste suisse Topfer, qui est aussi une référence, en tout cas un dessin qui est arrivé dans le travail d'Anna Jota parce qu'on lui a offert un livre sur Topfer, en fait. Donc c'est aussi une manière pour elle de travailler, c'est-à-dire avec les choses que les gens peuvent lui donner, que les gens peuvent lui signaler. Ce qui était très beau pendant l'exposition du Chambre en Ville, c'est qu'il y avait des personnes qui ne connaissaient pas le travail d'Anna Jota, qui amenaient des petites jotas, enfin, des petits gîtes qu'ils trouvaient dans la rue ou qui confectionnaient pour elle dans la Chambre en Ville, dans l'exposition, sans même savoir qu'ils allaient la rencontrer. Et voilà, il y avait cette idée d'un travail vraiment qui instaure toujours un peu un dialogue, plus qu'une projection, un dialogue avec le spectateur, je vais presque dire l'usager en fait de ce travail-là. Et vous aviez au centre de cette pièce, vous retrouvez Pathé Bailey, qui est ici sur le mur de gauche. Donc on peut dire que cette exposition de Chambre en Ville était vraiment cet investissement d'un appartement avec comme une galerie, la galerie rêvée d'Anna Jota, une galerie qui ne serait pas un espace tout blanc, un espace avec des néons, un espace white cube, mais qui serait une galerie où mettre des choses qui ont vécu dans un espace qui a vécu, en fait d'avoir un peu une concordance entre les objets et les œuvres qu'elle montre et l'espace dans lesquels il et elle s'insèrent. Mais en même temps, c'était aussi une exposition de cinéma, encore une fois, parce que le cinéma est vraiment quelque chose qui est très important dans son travail. Mais d'autres personnes ont dit aussi que c'était une exposition de peinture, en fait, c'est-à-dire que vous aviez différentes modalités de la peinture sous toutes ses formes dans l'exposition, que ce soit de manière très directe, avec, vous allez voir au fur et à mesure, de la peinture figurative, de la peinture abstraite, différentes manières de peindre, de tracer des traits, de remplir l'espace. Et l'une des choses qui plaisait beaucoup à Anna quand on a visité cet appartement pour la première fois, c'est qu'en fait les murs rappelaient des feuilles de vieux papier à dessiner, à peindre. Elle avait l'impression qu'elle pouvait s'emparer des murs comme si c'était un cahier de dessin. Elle avait cette idée qu'elle pouvait dessiner à échelle, pas 1, mais presque plus grand que l'échelle 1. Et le grand canapé qui était vraiment un désastre à transporter dans cet espace, parce qu'il a fallu avoir un monte-char. Voilà, c'est aussi des choses que, quand vous êtes commissaire d'exposition, en tout cas avec le Festival d'automne, qui ne sont pas vraiment prévues dans les modalités. Donc ça a vraiment été un peu compliqué parce que c'est un canapé qui est très très grand et très très vaste, qui est soi-disant le canapé
de Virginia Woolf, en fait, ce serait, alors pas celui-là, hein, mais qui serait le canapé dans lequel Virginia Woolf aimait beaucoup se reposer, lire. Donc évidemment, il y a un rapport comme ça, un peu distant avec l'idée d'une chambre à soi, d'une chambre en ville. Vous pouvez créer un espace dans lequel vous pouvez venir lire, reposer, organiser un agenda, discuter, parler, rencontrer l'artiste. C'est ça aussi qui était très intéressant, c'est que il y a certains spectateurs qui entamaient une conversation avec une dame d'un certain âge de l'exposition sans savoir que c'était un agenda en fait. Et donc, ça crée aussi un autre type de rapport à l'artiste. Là, vous avez l'objet préféré des enfants qui visitaient l'exposition. Vous avez un petit feu qui est issu de l'univers Pokémon, juste pour vous montrer qu'il y a vraiment différents types de références et que tout ça est nourri ensemble. Et vous aviez sur le côté de l'étagère à gauche, un petit peu comme tous les trésors qu'Anna avait trouvés à Paris pendant la période de préparation de l'exposition, que ce soit en allant au BHV ou que ce soit en allant au PUPS. Vous avez aussi le marteau, qui est le marteau d'Anna Geoffrin, parce que quand elle fait une exposition comme celle-ci, elle vient avec ses propres outils. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours beaucoup dans le travail d'Anna, c'est que c'est une personne qui est très autonome, très indépendante. Donc, en fait, elle va venir à son exposition avec son marteau, ses clous et sa pince. Et grosso modo, on peut faire une exposition avec juste un marteau, des clous et une pince. Ça veut dire pas forcément besoin de beaucoup d'autres choses, sauf si on est dans un musée, évidemment. Mais une exposition comme celle-ci, ça peut se faire de manière très simple. Et là, vous avez en haut de la porte une petite vue en fait du Tage à Lisbonne, qui est un petit peu la seule présence de la culture portugaise, en tout cas de l'image de Lisbonne, d'une saudade portugaise à l'intérieur de l'exposition. Et tout ça, ce sont des dessins qu'elle a fait pendant les 3 semaines avant que l'exposition ouvre. Et ce qui plaisait beaucoup à Anna, c'était aussi l'idée qu'une fois que l'appartement, une fois que l'exposition était terminée, tout allait être détruit, parce que l'appartement allait être rénové. En fait, c'est un appartement qui appartient maintenant à la Cité des Arts à Paris. Et donc, c'était aussi l'espace d'une seule exposition, d'un seul artiste, pas parce que c'est Anna Geoffrin, juste parce que c'était l'espace d'une seule artiste, d'une seule proposition. Et en fait, vous pouviez venir dans cet espace qui était dédié à l'art une seule fois. En fait, il y avait aussi cette idée un peu utopique, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas très belle et très jolie d'être l'espace artistique d'une seule proposition, avec évidemment énormément de détails que vous pouvez retrouver dans toute l'exposition. Sur le mur ici, à côté des bandes un petit peu à la Buren, une manière de faire l'histoire de la peinture, vous aviez le programme et le calendrier de l'exposition, donc avec toutes les dates de montage, les dates de vernissage, etc., qui est une chose qu'Anna aime beaucoup, avoir un peu un calendrier et puis rendre en fait ça visible aux spectateurs. Il y avait vraiment une histoire de peinture, ou en tout cas une leçon de peinture avec les différents types de formats et de pratiques de production qui sont ici à l'écran. Et enfin, vous rentrez dans la dernière salle, en fait, qui était celle qui évidemment avait plus plu à Anna avec vraiment ces murs comme des vieux papiers à dessiner et à peindre. Vous retrouvez encore cette figure de Mr. Pencil. Mr. Pencil, qui est ce personnage invité par Topfer, le caricaturiste et artiste suisse, que Anna en fait a dessiné dans différentes positions, à la fois à l'entrée près du canapé. Vous l'aviez aussi dans l'image précédente avec sa table à café. Ici, il est en train de dessiner sur le motif avec sa grande casquette dans un paysage suisse magnifique, sans doute dans la version originale. Et ici, il regarde vers l'extérieur de la chambre en ville, vers cette petite bougie en forme de jota que vous avez sur ce petit rebord, et puis cette barrière qui en fait est là parce que elle est à cette hauteur-là parce que Anna a suivi aussi la manière dont la peinture était faite précédemment dans cet espace. C'est-à-dire que la ligne un peu corail comme ça que vous avez là-haut, c'est une ancienne ligne qu'il y avait là mais qui était complètement effacée. De la même manière que la ligne des clous en fait est une ligne qui était là. Et évidemment après il y avait toujours cette question pour les spectateurs de savoir qu'est-ce qu'Anna avait fait, qu'est-ce qu'elle n'avait pas fait. En fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, même ce qu'elle n'avait pas fait,
ça fait partie de l'œuvre, en fait. Donc il y avait aussi là comment dirais-je, une nécessité d'interprétation, en tout cas un doute par rapport à la réalisation par l'artiste. Si vous avez un gros plan sur votre feuille. Ici, vous retrouvez les chaussons en pain en bronze que je vous ai montré à l'entrée. Et vous avez cette chose absolument horrible qui est cette horloge en tapis en 3 dimensions qui est vraiment un objet très particulier, surtout quand vous voyez en vrai. En fait, c'est vraiment un objet assez fascinant, en fait, que Anna voulait amener parce qu'il fallait qu'il y ait l'heure dans cet appartement. Donc il y avait vraiment toute une pensée comme ça sur la manière qu'il y avait des verres dans la petite étagère, en fait. Et en dessous, vous avez une œuvre, en fait, qu'Anna Jota a réalisée pour une exposition qui se tenait au même moment au Crédac à Ivry, pour l'exposition qui s'appelle La Fugitive, à laquelle elle avait été invitée, et elle avait répondu à l'exposition en disant puisque c'est La Fugitive, je ne vais pas faire une œuvre dans votre exposition, je vais la faire ailleurs. Donc, l'œuvre de La Fugitive du Crédac était exposée dans la chambre en ville du Festival d'automne. Et vous voyez Anna en train de recevoir quelqu'un sur le pas de la porte. L'image peut-être la plus emblématique de ce projet, c'est celle-ci, avec le titane que vous avez sur la droite, qui s'appelle Anno, qui est le compagnon d'Anna. En fait, c'est la première chose qu'elle a dessinée quand elle est arrivée dans l'appartement au tout début de son projet et de la préparation, parce qu'elle disait qu'elle avait besoin d'un compagnon, de quelqu'un qui l'accompagne pendant un mois. Donc elle a tout de suite dessiné ce petit âne. C'est un animal qu'elle aime beaucoup, donc vous trouvez la source sur la cheminée, ici sur la droite. Et donc c'était aussi beaucoup comme ça une exposition de détails, en fait. Les cartes de visite que vous avez sur la cheminée, c'est une carte de visite sur laquelle il y a marqué « femme variable ». Vous savez, il y a ce proverbe qui dit souvent, femme varie, folle qui s'y fie, en fait, qui est un peu la réponse d'Anna Jota à ce proverbe, en disant femme variable. En fait, j'assume en fait cette possibilité de changer en permanence. Et donc, il y a aussi toujours une question on pourrait dire très ludique dans une exposition comme celle-ci, ou en tout cas très accessible au bon sens du mot, c'est-à-dire de permettre, en fait, avec une très grande quotidienneté ou une très grande facilité, en fait, au spectateur de rentrer à l'intérieur des œuvres et de l'œuvre qui était tout le projet de la chambre en ville. Ici, vous avez une tirelire qui était tirelire qu'elle a aussi trouvée au Puce, qui est évidemment une tirelire de l'Avare. Tirelire qui représente un volume, l'Avare de Molière, de jouer comme ça aussi avec des objets qui sont à la fois symboliques par rapport à leur propre groupe. Puis en fait, une tirelire qui s'appelle l'Avare, c'est évidemment c'est comme le pain et le peigne, en fait. C'est évidemment quelque chose qui est à double sens. Et ici, je vous ai mis quelques photos de l'appartement avant, en fait, pour montrer quand même à la fois le fait que ça n'a pas changé, mais aussi cette idée que Anna ne voulait pas du tout, et ça c'est important, que ce soit triste, que ce soit délabré, que ce soit... on a l'impression qu'il y ait des générations de gens qui ont vécu dans cet appartement et qui sont décédés. C'est pour ça qu'on est là, voilà, de faire un petit peu le strict minimum pour remettre en état. Mais vous voyez que le verre de la cuisine, c'est le même verre que celui que je vous ai montré, évidemment repeint à neuf. Ici, vous avez le mur où il y avait le dessin de Topfer à l'origine, en fait, où la cheminée et la porte. Et maintenant, l'espace est complètement disparu, puisque ça a été reconstruit. Ici, c'est quelques images, en fait, de la préparation, et l'image de gauche, c'est l'image où il y avait l'affiche de la ronde, au plus devant, en fait, qui, une fois que vous avez l'affiche de la ronde, vous avez à nouveau un écran de cinéma, en fait. Vous avez toujours ce type d'aller-retour et de circulation dans le travail d'Anna. Et pour illustrer un petit peu ce que je vous disais sur le côté très quotidien, en tout cas domestique, en fait, voilà, quelques photos de personnes qui sont accompagnées à la porte. Anna en plein dialogue avec Mr. Pencil, et puis de personnes, de visiteurs
reste un petit peu dans l'exposition. Et ce qui est intéressant avec cette exposition aussi, c'est que, en fait, une grande partie du projet, ou en tout cas de la manière dont le projet s'est pas forcément pensé dès le départ, mais donc c'était plus après, c'était évidemment de raconter, en fait, quand vous faisiez la visite de l'exposition, vous faisiez la visite de l'appartement, avec les choses qui étaient là, et donc de raconter chaque chose, de raconter en fait les éléments qui étaient présentés. Et à un moment donné, au fur et à mesure de faire ça, je me suis aperçu que j'agissais un petit peu comme le ventriloque d'Anna Jouta, c'est-à-dire que j'étais un petit peu la personne qui parlait d'une certaine manière à sa place, mais pas forcément à sa place, aussi à la place des objets. En fait, il y avait vraiment cette idée qu'on redonnait un vécu, une histoire, une profondeur, une épaisseur à ces objets, à la fois dans leur réalité, mais aussi dans l'histoire de l'art ou dans l'art contemporain, parce qu'une autre lecture de cette exposition, c'était de dire que c'était aussi une exposition sur la prémodernité, c'est-à-dire le début du cinéma, l'époque de Virginia Woolf, un certain Paris avant l'industrialisation. Enfin, il y avait aussi une lecture qu'on pouvait faire comme ça de l'exposition. Et il y avait cette idée que c'était d'une certaine manière les objets, ou les histoires, ou les images, ou les personnages qui parlaient à travers nous. Et dans le petit livre que Pauline mentionnait au départ, en fait, le texte que j'ai rédigé, il s'appelle Ventriloquie, et en fait, le texte commence par la voix de l'appartement qui parle, en fait, c'est-à-dire comme si l'appartement était devenu, et je pense que c'est le cas, vraiment un personnage, en fait, de cette exposition. L'autre chose dont je voulais parler avant d'arriver à l'exposition du Wills ici, c'était l'autre exposition qu'on a réalisée à l'occasion du Festival d'automne à Paris, qui était une exposition qui s'appelle A comme encre, donc A comme la lettre A de Anna, et encre comme l'encre avec laquelle on écrit, qui était inspirée par l'idée que dans le travail d'Anna Jouta, comme je vous l'ai dit au tout départ, l'imprimé a une très grande importance, en fait. C'est-à-dire que le fait de faire des cartes de visite, des affiches, des posters, des livres d'artistes évidemment, des papiers peints, et tout ce que ça, toutes les autres possibilités par rapport à cette question de l'imprimé, c'est très très important. Pour une raison très simple, c'est que c'est quelque chose qui est immédiat. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très on comprend assez vite en travaillant avec Anna Jouta, c'est que l'imprimer, en fait, ça nous permet, vous avez une idée, vous allez au copy shop, vous imprimez votre poster, votre carte de visite, votre affiche, l'œuvre est réalisée, en fait. Vous avez une immédiateté, en fait, vous avez une disponibilité, vous avez une accessibilité de ce type d'objet, en fait, qui vous permet de passer très vite à la réalisation sans forcément avoir des problèmes de production, des problèmes de nombre, des problèmes de réalisation. C'est quelque chose qui est très immédiat, très efficace d'une certaine manière. Et on a eu envie de faire une rétrospective d'Anna Jouta à travers son œuvre imprimée. Et donc je pense que c'est pas du tout une rétrospective exhaustive, parce qu'en fait ça a été fait en allant justement une fois dans l'appartement que je vous ai montré tout à l'heure, et en ouvrant les tiroirs et en essayant de trouver ce qu'on pouvait trouver à un instant T, en sachant aussi évidemment ce qu'on voulait trouver avec Anna. Et donc vous avez ici comme une rétrospective en fait du travail d'Anna Jouta depuis le début des années 80, qui est aussi une manière pour nous de montrer que ce n'était pas du tout une artiste invisibilisée, pas considérée, pas exposée, qu'elle était vraiment toujours montrée, toujours produite, toujours créée. Sous le signe de cette phrase qui revient, vous avez aussi dans l'exposition, cette question que c'est, en fait, qui est vraiment une question très importante pour Anna, qui est quelqu'un aussi qui s'intéresse beaucoup à cette question de... Alors, dire la question des savoirs, ce serait peut-être un peu trop imposant ou intimidant, mais quand même, c'est une question d'une technicité, d'une expertise, d'un savoir-faire, en fait, qui n'est surtout pas une chose qu'elle revendique, même si elle est très très bonne dans tout ce qu'elle réalise et entreprend. Et par exemple, récemment, elle s'est mise à la céramique.
et les céramiques qu'elle a réalisées récemment avec un autre artiste portugais. Vous les voyez, vous vous dites qu'elle a tout compris à la céramique en fait. C'est-à-dire que vous avez tout de suite, c'est une jeune céramiste parce qu'elle a commencé très récemment, enfin ce type de céramique-là, et en même temps c'est tout de suite un vocabulaire visuel et plastique et une inventivité absolument remarquable. Donc là on avait organisé l'exposition à commande en faisant une frise chronologique, en installant tous les posters qu'Anna avait réalisés, enfin, tous ceux qu'on avait plus ou moins retrouvés, par ordre chronologique. Ici, vous avez la fin, en fait, le poster que vous avez vraiment sur la gauche de l'image, au-dessus du carrousel de carte postale comme ça qui descend. En fait, c'était un poster pour l'année 2023, alors on est en 2022, donc quand je vous disais qu'Anna est quelqu'un de très... qui anticipe beaucoup, qui réfléchit à l'avant, on avait déjà un poster pour l'année qui allait commencer 3 mois plus tard, qu'elle avait réalisé pour une exposition qui avait lieu au Portugal. Et c'était aussi une manière de montrer un petit peu les objets dans un autre contexte, avec aussi un écran. Alors ça, c'était une chose à laquelle on n'a pas pu résister, parce que je pense que les écrans d'Anna Giotta, c'est vraiment de très belles œuvres, en fait, et on n'avait évidemment pas dans l'exposition une chambre en vide, donc on en a mis un ici dans cette rétrospective à commande. Et quand Miguel Brandschneider est arrivé pour voir l'exposition la première fois, il a dit l'écran n'a rien à faire là parce que c'est pas du tout une œuvre imprimée, vous avez fait une exception par rapport à la règle. Mais c'était important d'une certaine manière d'avoir cette présence en fait dans l'exposition de l'œuvre imprimée. Donc je vous montre quelques images. Vous avez aussi le papier peint où vous retrouvez encore ce couple breton en sabot. Dans la vitrine que vous avez au premier plan, vous avez notamment sur la gauche une collection de livres de BCF Editores, qui est une maison d'édition portugaise qui publie des livres de littérature générale, dont Anna réalise les couvertures en fait. Donc c'est pas des œuvres d'Anna Giotta, mais pour nous ça rentre dans son œuvre imprimée, parce que c'est des choses qu'elle réalise pour un éditeur, mais où elle vient dessiner le logo et réaliser les couvertures. Vous avez aussi un mouchoir, des gants, une cravate, une chaussette. C'est moins une chaussette puisque c'est en forme de Jota, c'est une forme qui intéresse beaucoup Anna. Vous avez aussi le pain qu'on retrouve, donc c'était aussi cette manière de présenter l'œuvre imprimée, c'est aussi une manière de montrer les obsessions, entre guillemets, d'Anna Giotta, la manière dont les choses circulent dans son travail, ou la petite carte que vous avez sur la droite vient marquer amateur professionnel, qui est une phrase qu'elle aime bien utiliser quand le sens est amateur professionnel. C'est vraiment une chose qu'elle aime bien dire, de dire qu'elle est une amatrice professionnelle, c'est-à-dire de toujours tenir cet équilibre ou ce déséquilibre, comme on veut, entre des pôles différents. Et on avait réalisé par exemple, sur la gauche, vous avez des crayons, en fait, sur lesquels il y a marqué Anna Giotta, qui n'est pas une chose qu'elle a produite, qui est par un artiste, Ricardo Valentine, avec son nom. Donc évidemment, ça rentrait dans le corpus, la cravate aussi, que sais-je. Et on s'est posé la question beaucoup de comment on pouvait légender ça, parce qu'il y a une telle profusion que ça peut devenir un peu compliqué pour le spectateur. Donc, pour une chambre en ville, on avait décidé de faire des choses comme ça que je vais vous faire passer, en fait, qui sont des feuilles de salle plastifiées pour que ça se conserve. Et pour l'exposition à commande, en fait, on a réalisé une nouvelle carte de visite d'Anna Giotta qui s'appelle Légende, légende au pluriel, donc jouant évidemment sur le mot légende, dont j'ai pris quelques exemplaires ici. Donc si jamais vous en voulez, en partant, vous pouvez repartir avec une légende à compléter ou pas, comme vous le souhaitez. Mais voilà, c'était l'idée de créer encore quelque chose pour cette exposition à commande. Voilà, vous avez aussi le papier peint, qui était un papier peint qu'elle avait notamment utilisé pour son exposition ici aux établissements d'en face. Je pense que vous avez une autre photo. Après, voilà, ce que vous avez au premier plan avec
un parapluie en forme de jota, un socle en forme de jota plus ou moins. C'est cette édition Un jour sans pain et un jour sans soleil. Pain est sur la double signification du mot. Oui. Le que sais-je, c'est aussi lié à la collection. À la collection. Oui, que sais-je? Oui, bien sûr. Ah. Oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Non, mais je veux dire la collection livre. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais parce que je disais que c'était une phrase qu'elle aimait, mais je me disais c'est aussi une collection. Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi. Non, pas de problème. Pas de souci. Et voilà, on terminait avec les posters non datés, parce qu'en fait, tous les posters que vous avez ou les affiches que vous avez sur le mur ici, entre la télévision et le papier peint, c'est ceux qu'on n'arrivait pas à dater, et même Anna ne se souvenait pas forcément de quand est-ce qu'elle les avait réalisés, parce que dans cette idée de réaliser les choses d'abord pour soi, qui est vraiment une chose qui est très importante pour elle, par exemple les chaussons en bronze, en pain, elle ne va pas se poser la question de savoir si elle va pouvoir les exposer, les vendre, elle va d'abord les réaliser, et puis une fois qu'ils seront réalisés, on se demandera où est-ce que ça va. Donc il y a vraiment cette immédiateté dans son travail qui est toujours présente. Si vous retrouvez l'original de l'affiche pour le festival d'automne, et vous avez dans cette vitrine, c'était vraiment tous les livres, en fait, plutôt des années 80, 90 jusqu'à 2000, et vous trouvez notamment Falasao, qui est le titre d'une exposition qu'elle a réalisée en Allemagne, et puis aussi le titre de la grande œuvre, un peu labyrinthique, entre guillemets, que vous avez au premier étage. Et vous voyez ici au milieu, en fait, toutes les cartes de visite que Anna a pu réaliser. Là où vous avez Anna, par exemple, vous avez aussi Jota, vous avez plein de choses, plein de phrases, en fait, qui sont toujours assez à la fois séduisantes, ou en tout cas qui résonnent beaucoup, qui vous suspendent tout de suite, où on avait aussi décidé de montrer les carnets, en fait, d'Anna Jota, qui sont les petits carnets que vous avez au milieu de la vitrine, et dont je passerai peut-être des images, parce que c'est aussi la manière dont elle travaille, c'est avec ses carnets, comme d'artiste pour le coup, mais de noter en fait des choses qu'elle entend ou qui lui passent par la tête, et qui sont souvent son réservoir de titres, en fait, à la fois pour les expositions ou pour les œuvres. J'ai remis Et ça m'amène justement à cette question des feuilles de salle, en fait, qui sont des choses aussi que Anna aime bien faire, qui est sa manière à elle peut-être aussi de s'approprier une exposition, ou de rajouter quelque chose comme une note de bas de page, comme une petite note. Et ici, c'était la feuille de salle pour la chambre en ville, donc l'exposition dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec cette phrase qui c'est « Arrête de mentir, Victor », qui est tout de suite une phrase que vous pouviez prendre dans l'exposition La chambre en ville, partir avec, sur une feuille A4, et qui pouvait peut-être connoter d'une certaine manière beaucoup plus narrative l'exposition de chambre en ville, qui en fait était une phrase qu'elle avait entendue en venant un matin travailler dans l'appartement de quelqu'un qui parlait au téléphone. En fait. C'était vraiment une phrase qui l'avait marquée dans la rue, mais voilà, elle n'a absolument aucune idée de la signification de la personne. C'était voilà, la phrase qui lui restait en tête, et j'ai mis ici d'autres feuilles de salle, en fait, qui est voilà, vraiment un peu sa manière de mettre une note, en fait, une note de bas de page à ses expositions, mais de presque jamais terminer, d'une certaine manière, le projet. On arrive à l'exposition Wix. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai vu l'exposition. Là, j'ai revu tout à l'heure. En fait, c'était aussi sans doute une exposition sur le cinéma, d'une certaine manière, autant que sur le dessin, pris dans son sens large. Je pense que c'est l'une des choses qui est vraiment très intéressante avec le travail d'Anna Jota, c'est l'équivocité, en fait, de sa pratique. L'équivocité au sens positif du terme, c'est-à-dire cette idée que c'est quand une œuvre peut être remplie ou peut être lue ou interprétée de différentes manières, qu'elle est d'autant plus intéressante, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'est pas univoque, elle n'est pas avec un seul sens, mais en fait elle se remplit
de différents sens, que ce soit sur l'artiste, sur le spectateur, que ce soit le lieu dans lequel elle apparaît. Je pense que c'est ça aussi qui intéresse beaucoup Anna Jota, de exposer les œuvres dans différents contextes, dans le fait aussi que certaines œuvres ou certains objets vont arriver chez elle en tant qu'objet, et puis ils vont repartir de chez elle pour devenir un objet montré dans une exposition, mais à ce moment-là, ils vont devenir une œuvre, puisqu'ils vont être montrés dans un musée, dans un centre d'art, dans une galerie, avec peut-être une valeur marchande, ou pas, et qu'après ces objets-là peuvent repartir chez elle à Lisbonne, ou aller dans un autre espace, dans un autre lieu, chez un collectionneur, dans une collection publique. Donc voilà, cette idée, encore une fois, de la circulation. Et d'une certaine manière aussi, cette idée du cinéma, c'est aussi, je pense que ces deux œuvres, on peut encore, qui sont au début, qui sont très intéressantes à lire, parce que c'est la même chose deux fois. C'est aussi un générique, en fait, un générique de toutes les actions qu'on peut réaliser à la fois dans la vie et dans une exposition. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ces expositions qui sont tout à fait différentes, c'est-à-dire que, sans qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre, hein, évidemment, mais qui soit plus intéressante que l'autre, mais la manière dont les expositions sont faites, en fait, l'exposition du Will, c'est l'exposition qui est faite par des commissaires d'exposition avec les œuvres d'Anna Jota, alors que l'exposition du Chambre en Ville, c'est l'exposition d'Anna Jota créée presque in extenso et détruite in extenso à la fin de l'exposition, puisque la majorité des œuvres, des dessins, on a espéré essayer de pouvoir trouver un système pour garder le titane, faire quelque chose, mais ça s'est révélé beaucoup trop compliqué. Mais voilà, c'est différents types de relations à cette exposition, à l'espace. Et ce que moi je trouvais très intéressant dans l'exposition du Will, c'est en fait cette idée de comment l'exposition arrive à trouver une narration, en fait, avec un espace qui se rétrécit au fur et à mesure de la visite, en fait, et que on rentre en fait à l'intérieur d'un espace progressivement de plus en plus, pas forcément petit, mais en tout cas de plus en plus resserré, avec Pathé Baby, qui est cette œuvre à la fin, qui est encore une fois cette idée du cinéma. Et en même temps, je vous dis ça, mais cette œuvre-là, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qu'elle a à faire sur place, quelques jours avant le vernissage de l'exposition, je pense. Paul Pauline, oui. Qu'elle avait faite à San Francisco, qu'elle a répété ici. Qu'elle a répété ici, mais qui est aussi sa manière à elle, dans une exposition, qui est une exposition où finalement rien n'a été fait sur place, ou rien n'a été fait pour l'exposition, de s'approprier, ou en tout cas d'investir le lieu avec son dessin, en fait, sa patte, cette manière de dessiner, en fait, qui est à la fois très précise et en même temps un petit peu flou, comme vous pouvez le voir comme ça, comme c'est de fumer, et aussi d'arriver dans cette dernière salle avec presque entouré en fait de toutes ces figures de l'artiste qui serait ce petit personnage en train de se parler lui-même avec son tableau sous le bras qui vient vous apporter les œuvres et qui est aussi comme une sorte de cartoon. Et en fait, cette idée peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir des images en mouvement sur cet écran de cinéma, puisque c'est l'exposition elle-même qui est cette mise en circulation des objets, des formes, des narrations, des histoires. Je pense que voilà, c'est vraiment cette idée de la manière dont peut-être la clé d'une certaine manière du travail d'Anna Jota, c'est le rapport aux objets, ça vous l'avez compris en fait, mais vraiment la manière dont c'est jamais systématique cette utilisation des objets, des œuvres dans un espace. Sur l'espace virtuel d'Instagram, il y a presque cette idée que tout ce qu'elle va poster tous les jours va prendre son propre piège Instagram, qui est censé être quelque chose d'un peu addictif comme ça, mais en fait, personne n'est capable de suivre les 150 images, même pas Pierre, je pense, les 150 images que Anna poste tous les jours sur son Instagram, en fait. C'est une manière presque de refuser le système d'Instagram, parce que si vous cherchez une image qu'Anna a postée il y a 3 jours, ça va vous prendre 2 heures, il va falloir le regarder. Et donc c'est presque prendre Instagram à son propre piège. Et je ne sais pas encore comment elle a réussi à ne pas se faire hacker, parce que je crois qu'aujourd'hui il y a 136 000 images sur son Instagram. Et normalement, quand on arrive
à ce niveau-là d'image, il y a quelque chose qui doit se passer, en fait, mais elle a réussi à pas, pour l'instant, ça passe. Ou l'espace, une chambre en ville, qui était à la fois très chargée, mais en même temps, quand vous faisiez la visite de l'exposition, il y avait vraiment quand même une mise en scène, une écriture très précise de l'espace, de l'articulation, je crois les choses, du décor, en fait, elle aime bien... Anna, même si ça n'a pas tout à fait de rapport, mais de dire qu'elle a commencé aussi avec ça, avec cette idée d'être décoratrice pour le théâtre, pour le cinéma. Donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré en elle. Et c'est une question du théâtre aussi, c'est-à-dire que vous avez dans La Ronde, qui est ce film de Max Ophüls, dont je vous ai parlé au début, qui est à la fois du cinéma, du théâtre, et de penser que la vie finalement est un théâtre. Et quand on visitait une chambre en ville, on avait aussi cette impression de rentrer d'une certaine manière dans un décor de théâtre, de cinéma, et d'être le protagoniste, et puis son espace privé qui est encore autre chose, qui est presque comme une matrice, en fait, comme un dépôt, en tout cas une matrice. Je pense que c'est assez le moment pour que les choses circulent et pour que le rapport aussi d'articulation entre les choses entre elles s'effectue. Je voulais vous montrer quelques pages des carnets. Pardon. Voilà, qui était vraiment l'idée pour nous de donner à voir un petit peu la fabrique, en fait, du travail d'Anna, la manière dont elle réfléchit, la manière qu'elle a de capter des phrases, c'est-à-dire qu'elle agit avec le langage, avec les mots, de la même manière qu'elle peut agir avec les objets, c'est-à-dire que là aussi, il y a pas une différence qui est faite entre des choses qui seraient des choses matérielles et des choses qui seraient immatérielles. Et donc pendant qu'il y a ce film qui passe, je vais vous lire deux choses en fait. Je vais vous lire tout d'abord le petit texte sur la ventriloquie, peut-être la manière dont l'appartement parlait, puis après je terminerai avec un questionnaire qui a été fait à Anna Jota qui lui montre aussi un petit peu son rapport à l'art et à la vie. Ventriloquie. Nous sommes en décembre. Je suis vide depuis 3 semaines. Après de longues journées de calme complet, j'ai reçu hier 2 visites. La première, au moment où le soleil commence à inonder mes 3 pièces sur rue, comptait 3 personnes. Cet homme qui vient chez moi depuis avril dernier et que j'ai presque autant vu que la femme portugaise, et 2 visiteurs que je ne connaissais pas. Ils venaient pour la première fois. Je me demande ce qu'ils en ont pensé. Celui que je connais leur a montré les lieux, heureux comme à chaque fois de raconter mon histoire, de décrire les changements apportés par cette dame qui s'appelle Anna, de la peinture rose Alfama ici, des portes de placard enlevées là, ma salle de bain et ma cuisine repeintes comme précédemment, d'expliquer ce qui s'est passé ici cet automne. Il semblait aussi un peu troublé car c'est vrai que je n'ai plus autant à offrir. C'était une drôle de visite où il évoquait le large sofa, les chaussons en bronze, le feu en peluche et la batterie de cuisine comme s'ils étaient encore là. Tout est reparti à Lisbonne, je crois, là où tous ces objets ont retrouvé leur place. Mes seuls compagnons sont désormais Mr. Pencil et Anno et ils sont adorables. Il reste aussi sur la cheminée de la plus grande pièce la tirelire qu'Anna a achetée au puce de vendre, une belle tirelire en forme de volume de Molière, l'avare bien sûr. Lorsque les déménageurs sont venus pour tout emporter, cette tirelire était tellement bien fixée qu'ils n'ont pas réussi à l'enlever et l'ont cassée. Elle est donc toujours là, en morceaux. Je suis promis à la démolition, à des travaux pour me refaire à neuf et me réunir avec l'appartement mitoyen. C'est prévu pour mi-2023. C'était ça la seconde visite. Un groupe est venu mesurer, calculer, tâter mes murs. Cela m'a rappelé en beaucoup plus brutal ce mois entier où Anna, de manière toujours très posée, tranquillement, était là tous les matins pour me décorer, m'aménager, me peindre. Une fois que ce fut fait et qu'elle fut satisfaite, elle a ouvert la porte. Après y avoir mis sa carte annonçant femme variable, et bien des gens m'ont visité, moi et tout ce que j'accueillais temporairement. C'était joyeux et étonnant, toutes ces personnes, toutes ces conversations, toutes ces surprises. Il faudra que je demande aux autres appartements du quartier si cela leur est déjà arrivé. Cependant, je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille.
Et le questionnaire a un âge d'état qui date de, j'allais dire 1969, mais ça c'est la date du questionnaire original, je n'ai pas la date, c'est moi. Qu'est-ce que vous vouliez être quand vous étiez jeune? Artiste. Avez-vous une relation avec la politique? Aucune. Quels sont les gens qui vous ont le plus influencé? Beaucoup de gens. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? Rien. Est-ce que l'art a une influence sur l'évolution de la société? Il en a une, et je pense qu'il va continuer à en avoir, même si en ce moment, c'est d'une manière très détournée. Il aura toujours une influence, mais je pense dans une manière très cachée. Quel est le mot qui définit le mieux votre activité créatrice? Je ne sais pas. Quelle est pour vous la signification du langage, du mot, la base de toute communication? Et pour répondre à la question précédente, qu'est-ce qui définit le mieux votre activité créatrice? Ce qui définit mon travail, c'est la peinture. Et la peinture est l'opposé du mot écrit, qui est toujours différé, un exercice vernaculaire, anhistorique, vivant. Le mot parlé, l'écriture, ne parle pas, et la peinture ne communique pas. Qu'est-ce que vous prendriez, qui amèneriez-vous avec vous sur l'île déserte? Moi-même. Quelles sont les réformes les plus urgentes? Aucun commentaire. Qu'est-ce qui va arriver à votre travail? Je n'en ai aucune idée et je m'en fiche. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.